Bienvenue à notre émission Je l'ai vécu. Je vous présente notre invitée aujourd'hui, Jeannette. J'allais dire Ginette, mais c'est Jeannette. Bonjour Jeannette, comment ça va? Salut, ça va pas pire aujourd'hui, on s'en sort. On s'en sort. Tu as communiqué avec les productions Star NM pour nous raconter l'histoire que tu as vécue, puis que je crois que tu vis encore. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, depuis la journée de ma naissance, j'ai des problèmes de santé. Je suis venue au monde avec ce qu'on appelle un volvulus à l'intestin grêle. C'est pas quelque chose qui est grave en tant que tel, c'est un nœud à l'intestin. Mais cette journée-là, j'ai commencé à prendre des narcotiques. Donc, j'ai ce qu'on appelle une mémoire cellulaire, puis mon corps rejette toutes les anesthésies. Puis ça m'a amené au cours de toute ma vie des gros problèmes avec les médecins pour ce qui est du soulagement de la douleur, parce qu'avec le temps, j'ai eu beaucoup de diagnostics de maladies chroniques qui causent des douleurs. Tout ça causé par ton intestin. Entre autres, j'ai la maladie de Crohn, ça c'est le système digestif. Mais vu que j'ai été immunosupprimée, ben j'ai fait beaucoup de complications après des opérations, puis j'ai eu plusieurs opérations. J'ai eu aussi 7 bébés qui étaient quand même assez gros, qui ont amené des problèmes là, au niveau de l'abdomen, comme des hernies puis des trucs comme ça. Es-tu en train de me dire que tu as 7 enfants? Oui. Oui. Wow! Félicitations! Merci. De quel âge à quel âge? Mon bébé va avoir 11 ans, puis mon plus vieux, 21 ans. Ben, félicitations, c'est... Puis ça a causé des problèmes ou ça l'a aidé d'autre côté d'avoir des enfants? T'as pas eu... Ça nuit pas à tes grossesses, là? Ben, la maladie de Crohn, oui, parce que j'ai fait beaucoup de fausses couches. Mais sinon, quand que je me retrouvais au 2e trimestre, là, la maladie de Crohn, elle prenait des vacances. Puis, wow, là, mes grossesses, là, c'était les seuls moments où est-ce que j'étais vraiment en break. Tu étais bien dans ton corps quand tu étais en grossesse, quand tu étais enceinte. En plein ça. OK. Continue-moi ton histoire. Donc, c'est ça, vu que la maladie de Crohn, c'est des douleurs abdominales, beaucoup, ben généralement, dans le coin d'où je viens, c'est Lanaudière, Joliette, puis ouais, je pense que je vais le nommer parce qu'on en parle souvent dans les médias, que l'hôpital de Joliette, il y a beaucoup de problèmes là-bas. À chaque fois que j'allais à l'urgence, on me disait que j'étais là pour avoir ma dose. La première fois qu'on m'a opéré pour l'intestin, le docteur m'a fait une demi-colonoscopie. Elle me dit, t'as rien, fait que va-t'en chez vous, on le sait, t'es ici juste pour avoir des narcotiques, puis t'auras rien de moi, fait que va-t'en. Le lendemain, c'est mon médecin à moi qui tombait de garde, puis je l'appelle, j'ai dit, écoute, je fais quelque chose parce que je me supporte plus, là, vraiment pas. Fait qu'il dit, viens-t'en, je vais te faire passer un scan, puis on va voir. Au scan, on voyait 5 cm de l'intestin qui était endommagé. Fait qu'il a décidé de faire venir le chirurgien pour m'opérer. Une chance qu'il l'a fait parce que si on attendait 24 heures de plus, je serais morte. C'était 1 mètre d'intestin qui était sur le point de perforer. Là. Puis ça, si ton intestin perfore, là, on va y aller dans le bon québécois, c'est que la merde, elle se promène partout dans ton corps. Là. Tu t'empoisonnes automatiquement à l'intérieur. Et voilà, c'est ce qui s'appelle une péritonite. Puis mon intestin était nécrosé, là, il est en train de mourir. Fait que je serais plus là aujourd'hui si c'était pas de mon médecin qui m'avait écouté. Fait que tu subis l'opération à l'hôpital de Joliette. En plein ça. Et par la suite? Après ça, bon, ben, vient le premier sevrage post-opératoire. J'ai 25 ans à ce moment-là, puis mon gastro-entérologue avait jamais prescrit de sevrage. Fait que je peux pas y en vouloir, là, parce que il venait de sortir de l'école de médecine, puis il m'a toujours écouté, ce médecin-là. J'ai jamais eu de problème avec lui non plus. Mais à ce moment-là de ma vie, j'allais pas bien. Puis, du côté mental, là, je veux dire, je vivais une situation difficile à la maison. Puis, ce que ça fait, les narcotiques, c'était du dilodide que je prenais, ça donne un faux sentiment de bonheur. Le bien-être, oui. C'est ça. Fait que quand ça va pas bien dans ta vie, ce médicament-là, ben, ça nous donne un effet de bonheur qu'on aime beaucoup. Puis, essayer d'arrêter ça tout seul, c'est... On devient dépendant de ce médicament-là. Ben voilà, puis même... La morphine ou ces choses-là, là. Oui, tout ce qui est opiacé, finalement. C'est ça. Qu'est-ce qui nous rend de bonne humeur, puis qui nous rend bien, puis qu'on oublie tous nos problèmes, c'est sûr qu'on accroche à ça, là. Ben, c'est vrai de ça. Puis même sans avoir ce côté-là, quand ça fait un certain temps qu'on prend ces médicaments-là, le corps va le réclamer. Ce qui m'arrive en ce moment, parce que ma santé mentale, ça va super bien. Parce que dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Fait que j'ai pas besoin du support émotionnel de ces médicaments-là.
Mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est que veux pas, avec le temps, il y a eu d'autres complications, j'ai eu d'autres problèmes de santé, puis j'ai changé de médecin de famille. Le médecin de famille que j'avais avant, quand j'avais des problèmes de douleur, j'appelais à la clinique, puis l'entente que j'avais avec elle, c'est que je me pointais à la clinique. Puis généralement, ce qu'on me prescrivait, c'est de l'hydromorphe contient 12 mg. Ça dure 12 heures, puis maximum, là, j'allais peut-être en chercher 10 dans le mois. Puis j'en avais pas besoin de 2 par jour. Fait que c'était pour pouvoir aller faire des tournages parce que je suis comédienne. Puis c'est les seules fois où j'en prenais. J'ai changé de médecin de famille, puis elle, bon, c'est un nouveau médecin. Puis à ce moment-là, ben j'étais en couple avec un détenu. Puis j'avais la DPJ dans ma vie parce que j'avais une situation de violence conjugale, puis elle m'a tout de suite mis l'étiquette de narcodépendance dans le front, ce qui m'a amené beaucoup de complications pour tous les médecins. Bien, c'est sûr, parce qu'on se dit que tu es toxicomane dans un sens, puis tu as besoin de ces médicaments-là, puis tu veux qu'on t'en prescrit pour justement, c'est pas parce que tu en as besoin, c'est parce que tu es dépendante de ce médicament-là, mais dans le fond, toi, c'est pas pour ça, c'est vraiment pour la douleur. Oui. Puis à chaque fois que les médecins me prescrivaient un scan, par exemple, ce qu'on voyait au scan, puis ce qu'on découvrait par la suite en m'opérant, par exemple, c'était tout le temps différent. Mon corps, je le connais très bien. Puis mon ancien médecin de famille l'avait écrit dans mon dossier. Elle connaît son corps, écoutez-la. C'est pas ça qui est arrivé, malheureusement, à plusieurs reprises. J'ai perdu la vue à droite à cause de ça aussi. J'étais allée à la clinique. La clinique, bon, ils m'ont fait un examen bien vite. Ils me prescrivent des gouttes de Cipro, puis va-t'en chez vous. Mais j'avais l'œil enflé, rouge, puis un mois plus tard, c'était fini, je voyais plus rien. Mais là, tu es aveugle de cet œil-là ou tu vois maintenant? Je vois plus rien. Ben, c'est blanc. Tout est blanc, ça me prend une greffe de cornée. Oh, OK. Puis ça, c'est dû aux médicaments ou à l'opération? C'est dû à quoi, ça? C'est une négligence de la part des médecins, quoi? Dans le fond, j'avais des verres de contact. C'est ce que je pense qui est arrivé, là, c'est que j'ai fait une infection à cause d'un verre de contact. Ça a mal été traité parce qu'on pensait que je voulais de la morphine. Fait que la bactérie a mangé ma cornée, puis là, ben, je vois plus. C'est sûr, quelqu'un qui porte des verres de contact pas bien nettoyés ou pas entretenus comme il faut faire attention à ça aussi. Puis il y a des yeux non plus qui peuvent pas mettre comme moi, je peux pas avoir de verre de contact parce qu'ils me disent que j'ai des yeux comme un ballon de football. Donc, le verre de contact, j'en ai eu déjà, mais il se ramène dans mon œil. Il reste pas à bonne place, là. Ben, ça peut être n'importe quelle bactérie aussi. J'aurai jamais de réponse à ça. Fait que. Les mains sales, t'es frotté, n'importe quoi, là, ça peut être un cil, une poussière. Voilà, je ne saurai jamais. OK. Ensuite? Ensuite, bon, ben, j'ai été opérée souvent dans l'abdomen, puis j'ai déjà monté jusqu'à 300 livres. Fait que la peau qui a étiré, qui pendait, plus dans le fond, c'est des adhérences que ça s'appelle, c'est du tissu cicatriciel qui est à l'intérieur. Les adhérences se prenaient entre l'intestin, le muscle, puis ma peau. Ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que je marche un pas, là, aussitôt que ma peau en trop bougeait, ben là, ça me tirait l'intestin puis ça faisait mal à chaque fois. Fait que j'ai commencé à en parler à mon médecin. J'en ai parlé au chirurgien à Joliette, puis il m'a opéré en 2017. J'ai trouvé ça assez ordinaire. Quand on m'a anesthésié, j'ai fait une convulsion, puis j'ai fait une pneumonie d'aspiration massive. J'aurais dû mourir. J'aurais pas dû survivre à ça. Ce que c'est que l'acide gastrique de mon estomac est allé brûler mes alvéoles pulmonaires. Fait que l'air, l'oxygène se passait plus du sang à mes organes, puis le CO2 sortait plus. Je vais toujours me rappeler, vu que j'étais opérée souvent, je pensais que je m'étais réveillée avant qu'on m'extube. Mon Dieu, que de souvenirs. J'entends la voix du médecin dire, bon, enfin, elle se réveille. Voyons, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis là, c'est là que j'ai compris qu'il y avait eu des grosses complications puis que ça faisait 4 jours que j'étais dans le coma. Finalement, on n'a pas pu me faire l'opération. On a eu le temps de m'ouvrir, mais c'est tout. Fait que je me suis ramassée avec un gros trou dans le ventre. Fait qu'on a remis l'opération à plus tard. Puis là, le chirurgien m'a dit à ce moment-là que vu que je faisais des complications sous les anesthésies, que chaque opération dans le futur était des gros risques pour ma vie.
Lui, il me disait que c'était 90% de chance de ne pas me réveiller à chaque opération que j'allais avoir. Fait qu'ensuite, j'ai réussi à avoir une autre date d'opération. C'était en mars 2023. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert, puis il a Là, le refermé. stress là, de te faire endormir, là, parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller, là, pas facile. Tu as 7 enfants là, qui comptent sur toi. Là. Ben, quand je sais pas pourquoi je fonctionne comme ça. C'est peut-être parce que j'ai vu toutes sortes de situations dans ma vie, mais je suis quelqu'un de très positif. Puis j'ai une foi inébranlable. Avec tous les miracles qu'il y a eu dans ma vie, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que pour moi, si j'ai à mourir, que ce soit sur une table d'opération ou en allant chercher une pinte de lait au dépanneur, c'est pas moi qui décide, c'est le boss en haut. C'est pas nous autres qui a Fait le gros bout du bâton là-dessus. Ben voilà. Fait que ça me servait absolument à rien de stresser pour ça. Puis j'ai préparé mes enfants aussi. Fait que vient le jour de l'opération. Puis ce qu'ils ont décidé à ce moment-là, c'est de me faire une péridurale. Fait que la chirurgie se passe bien. Je retourne chez nous. 3 jours plus tard, la plaie, elle ouvre. Puis j'appelle à l'hôpital. J'ai réussi à avoir un rendez-vous. Puis je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'abcès dans l'abdomen. Parce que j'ai beaucoup de débris. Ben, j'avais, là. Je vais y revenir plus tard. Mais j'ai été opérée pour une hernie après avoir eu ma 3e, une hernie ombilicale. Mais vu que j'ai été opérée souvent après, ben, le marlex a été coupé. Fait que j'avais des petits morceaux de marlex partout à l'intérieur. Fait que j'ai fait beaucoup d'abcès. Mais là, ça l'a ouvert. Excuse-moi, c'est ça du direct. Ah non, c'est bien correct. Je vois des fils bleus dans la plaie. Puis bon, j'ai déjà été infirmière auxiliaire, fait puis voyons, c'est que c'est pas supposé être comme ça. Je suis supposée avoir des fils de suture qui fondent et non des permanents. Je vais voir l'infirmière du CLSC, elle confirme ce que je dis, je vois le chirurgien, il ne les enlève pas. Il dit, si la plaie l'avait pas ouverte, tu les aurais pas vues puis tu l'aurais jamais su. Je dis, oui, mais là, la plaie est ouverte, puis je les ai vues. Fait que, il a pas voulu me les enlever finalement. Ça, c'est La des plaie, points comme à l'intérieur qu'ils font, là. ouais, ben ceux-là, c'était pas des points fondants, là, c'est ça l'affaire. Il aurait Fait que, resté là permanent, ces points-là, quoi. ouais, puis ma plaie, elle a refermé autour des fils. Fait que je me suis ramassée à avoir des fils qui me sortaient du ventre. Ah oui. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit bon, je pense qu'il est peut-être temps qu'on change d'hôpital. Fait que j'ai commencé à aller à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Puis j'avais aussi mentionné au chirurgien que l'opération que j'avais besoin, c'était une abdominoplastie médicale. Parce que j'avais de la peau en trop sur le ventre. Fait que pour Même ça, enlever, les médecins, quand on leur dit qu'est-ce qu'on veut, hein. ils n'aiment pas ça, hein? Fait que puis c'était ma logique. Je veux dire, j'ai des débris dans ma peau, j'ai de la peau en trop, c'est à cause des abcès, il faut m'enlever cette peau-là pour enlever les débris. Puis, oups, j'arrive à l'hôpital Pierre-Lagardeur, puis on me confirme que j'ai raison. Fait que, ils ont décidé de m'envoyer au CHUM parce que c'était vraiment trop compliqué pour eux autres. On m'envoie en plastique. Donc, docteur Cordoba, un chirurgien, là, wow. Je pourrais même pas dire à quel point il est extraordinaire, ce chirurgien-là. Pour vrai, c'est le seul médecin qui m'a écouté pour de vrai, là. C'est à l'écoute de ses patients, là. Oui, vraiment, là, puis wow. C'est le seul qui m'a écouté, qui a été présent tout au long, autant avant que pendant que jusqu'à là, là. Puis c'est là que les choses ont commencé à comme moins bien aller, là. À partir du moment où j'ai eu un suivi au CHUM, j'ai réussi à avoir un suivi en douleur chronique. Mais la docteure de famille que j'ai les a toutes appelées pour leur dire de ne pas me prescrire de narcotiques. Mais on s'entend-tu que si c'était juste des narcotiques que je voudrais, là, c'est bien facile. On aurait dans la rue. Ben oui, c'est super facile, là. Puis j'ai toujours été transparente de ce côté-là. Il a fallu que j'aille en acheter dans la rue, j'ai pas eu le choix. Puis il y a personne qui a voulu m'aider au CHUM à cause de ça. Puis je peux comprendre que le dosage que j'avais besoin était très élevé, puis que ça amène des examens au Collège des médecins, c'est des risques. Ça, je le comprends totalement. Mais de là à laisser une patiente souffrir comme j'ai pu souffrir, ça, j'ai pas trouvé ça normal. Fait que, premièrement, je devais attendre encore 3 ans pour cette opération-là. Mais le docteur Cordoba. L'opération du docteur Cordoba. Oui. Okay. Ça, c'est en 2023.
Non, ça, c'est rendu en 2024. OK. Il y a 1 an avant de réussir à rentrer dans le système. Fait que là, il me dit, écoute, on a au moins 3 ans d'attente. Là. Fait que j'ai dit, non, je peux pas attendre 3 ans comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Là. Aucun bon sens. Fait qu'il dit, je vais faire tout ce que je peux, mais c'est pas moi qui décide. OK. Fait que je suis venue en douleur chronique. En douleur chronique, tout ce qu'ils ont été capables de me proposer, c'est une infiltration de je sais pas quoi dans mon abdomen, mais on s'entend que ça n'a pas marché parce que le problème, c'est la peau qui bouge, qui va tout tirer. Mais on n'était pas au bout de nos peines encore, là. Fait que, vu qu'on me prescrivait rien pour la douleur, on s'entend, là, j'ai 41 ans, là. Puis dans les dernières années, j'ai travaillé extrêmement fort pour réussir à réaliser mes rêves. Je suis en arrêt de travail aussi parce que ma santé me permet pas de travailler temps plein, mais pas du tout. Mes enfants, c'est la même chose. Je peux même pas les avoir avec moi parce que je suis trop fatiguée. J'avais des douleurs épouvantables. J'ai plus de vie, là, j'ai plus de qualité de vie. Puis on s'entend qu'à 41 ans, j'ai pas envie de passer mon temps couché non plus. Là. Fait que les seuls contrats de tournage que je réussissais à avoir, ben, ça me prenait quelque chose pour endurer cette douleur-là. Là. Fait que vu que personne ne voulait m'en prescrire, j'ai ça, comme je disais tantôt, j'ai toujours été super transparente. Je le disais à mes médecins dans le but de pas être mal suivie ou qu'on me dise que Oui, c'est ça, pour pas tu sais, si tu lui dis pas que tu vas dans la rue t'en chercher, il peut te prescrire quelque chose qui n'est pas compatible avec ce que tu prends, puis ça peut être ben plus voilà. dangereux que d'autres choses. Là. Puis bon, dans le passé, j'ai déjà été intervenante de rue aussi, fait que je connais beaucoup les risques liés à ça, puis je prône beaucoup la réduction des méfaits. Fait que, malheureusement, j'avais beau parler de ça au médecin, mais on m'écoutait pas. Fait que, ce que je faisais, c'est que j'allais à des places spécifiques, à des pharmacies, puis j'attendais que les gens qui vendaient leurs prescriptions sortent de la pharmacie. Fait que comme ça, je savais que le médicament venait directement de là, puis qu'il n'y avait pas de risque, que c'était pas coupé avec rien d'autre. Fait que si c'était juste ça que j'avais voulu avoir là, par le passé, là, c'est facile au bout d'en avoir. C'est pas compliqué. Mais, en tout cas. Donc, les dosages avec le temps, là, ça va vite, le dilodide. Puis quand une personne comme moi prend des médicaments forts comme ça depuis la journée de sa naissance, c'est pas trop long que le corps s'habitue puis que ça prend des gros dosages. Mm-hmm. On arrive peut-être au mois de décembre. Au mois de décembre, on me dit en douleur chronique de ne pas m'inquiéter pour l'opération parce que j'ai fini par avoir une date. Puis on me dit, inquiète-toi pas, Jeannette, ça va bien aller. On va te garder à l'hôpital 3-4 jours pour être sûr de te soulager comme il faut. Ne pas t'inquiéter. Puis je leur ai dit, je suis rendue à 64. Là, les gens vont dire, non, il y a eu une erreur. Non, c'est pas une erreur. J'étais rendue à 64 mg sous-cutané. Les personnes au cran parce que là, j'ai commencé mon sevrage, les personnes au cran, quand je leur ai dit que c'est 64 mg plusieurs fois par jour, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Jamais vu ça. J'ai voulu pourtant que les médecins me suivent et que ce soit encadré comme il faut, là. Mais ça n'a pas été fait. Fait que, évidemment, quand je suis arrivée la journée de l'opération, j'ai fait confiance aux médecins qui m'ont dit ça. Même en toxicomanie au CHUM, là, ils m'ont dit que je serais bien soulagée, de ne pas m'inquiéter, blablabla. On m'opère. L'opération, ça a été beaucoup plus long que prévu parce que quand ils ont ouvert, ils ont découvert que j'avais une hernie de la grosseur d'un ballon de football. Une partie de la douleur était causée par mes intestins et l'estomac qui essayait de sortir par ce trou-là. J'ai fait plusieurs occlusions dans les dernières années sans savoir que c'était ça. Mais à chaque fois que je me rendais à l'urgence, on me disait que j'étais là pour avoir ma dose. Puis je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à faire rentrer mes tripes en dedans à chaque fois, mais j'ai réussi à sortir de l'hôpital puis tout se replaçait. Fait que je me retrouve en salle de réveil, puis à ce moment-là, on me donne de la kétamine. Des doses assez fortes pour me soulager. Mais ce qu'on m'avait pas dit, c'est que rendu sur l'étage, on n'a plus le droit d'avoir ça, de la kétamine. Fait qu'on m'avait laissé mon épidurale, mais je rejette tout ce qui est anesthésiant. Fait que même pendant mes accouchements, là, les épidurales n'ont pas vraiment fait épais. Là. Ça a tout le temps été super dur de me soulager. Puis, dentiste, pareil, quand on me gelait, ça marchait pas. Je suis pareil, oui. Bon, ben, c'est probablement. Mon médecin, c'est ça qui me dit, t'es dur à geler. Je l'étais dans le temps, fait qu'imagine-toi aujourd'hui, mais c'est pareil. On me pique dans la bouche pour aller chez le dentiste ou des fois pour monter un petit grain de beauté, de quoi il gèle puis il coupe autour pour faire un point.
faut qu'il gèle 2 fois. T'es pas gelé. Ben non, je le sens, ton bistouri. Puis dans la bouche, c'est pareil. Ils me piquent, puis ils disent, ben non, dans 10 minutes, aïe, aïe, aïe. Oh, mon Dieu, vous êtes dur à geler. Ouais, ben, je ne sais pas si c'est parce que la toxicomanie de ma jeunesse ou de quoi, ou comme toi, depuis le temps, t'en prends. Notre corps, moi, ça fait 36 ans, je ne consomme plus de drogue ou de rien. Je n'ai jamais pris de médicaments, mais de drogue forte ou de quoi. Mais encore, mon corps, si mon médecin me prescrit quelque chose qui est un peu fort, il n'ose même pas. Ça fait 45 ans, c'est mon médecin de famille. Il n'ose pas. Mon corps, il dépète. Ah, ça gèle. Ah, mon cerveau, ça fait oh, wow, c'est bon. Puis on dirait que c'est tout de suite. Fait que je fais bien attention à ça. On est fragile. Ben oui, c'est dangereux parce que moi, quand même, là, ça fait 30, ça va faire 34 ans, je ne bois plus. Ça va faire 36 ans, je ne consomme plus aucune drogue. Mais mon système, il est fait de même. Là, on dirait qu'aussitôt que ça gèle un peu ou de quoi, ben, j'ai eu des opérations, puis c'est la même affaire. Là. On me donnait quelque chose, puis il aurait fallu qu'il me le double la dose parce que mon corps, là, ça faisait oh, c'est bon, je t'en manque, j'en veux. Puis ça, c'est le danger. Le danger, oui, c'est ça. Fait que toi, là, depuis ta naissance, t'en prends. Là. Fait que les doses, il faut tes doubles, hein? Ben, c'est plus que doublé rendu là, tu sais, mais moi, là, je montais, puis j'ai essayé de rester à 5 comprimés le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, là, je m'endurais juste plus, fait qu'il a fallu que j'augmente, puis mais je suis restée à 5 quand même longtemps, là, à 5 pilules de 8 mg. Là. Puis là, c'est ça, on monte sur l'étage, puis on me donne 4 mg en sous-cutané de Dilodid. Voulez-vous rire de moi, là? Toi, t'étais à 64, puis t'en donnes 4. Ben oui! J'ai jamais souffert autant que ça. Puis j'ai tout enlevé ce que j'avais sous moi. Je dis, gars, chez nous, j'en ai du Dilo, là. Je m'en vais chez nous, je vais me soulager pour de vrai, là. Avec tout ce qu'ils ont dû faire à l'intérieur, là. Ils ont réparé l'hernie, ils ont enlevé tout l'excédent de peau, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait à enlever. C'est une grosse opération, là. Ouais, les gens ne l'ont pas vu, mais toi, tu nous as envoyé des photos à la production de ton ventre. On le voit, le trou. Tu as un trou avec des plis, des gros plis, mais on voit que c'est pas drôle. Là. Non, puis si vous voulez les montrer, j'ai aucun problème avec ça. Là, j'ai aucun problème. On parlerai à la production quand ils vont faire le montage, à voir s'ils veulent mettre, si tu nous donnes le OK, pour les mettre les photos, il n'y a aucun problème. Certainement que je veux, ça va peut-être aider un peu les gens à comprendre aussi. À comprendre, oui, parce que moi, je comprends parce que j'ai vu des photos, mais les gens qui ne comprennent pas, là... fait que là, toi, tu étais là, puis là, tu leur dis que tu veux t'en aller chez vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ben là, ils ont appelé le docteur Cordoba puis l'anesthésiste, puis au PC à part de ça. Fait que l'anesthésiste, il est venu me voir, puis il me dit, je vais replacer ton cathéter d'épidural. Je dis, ça sert à rien, ça marchera pas. Fait que je dis, moi, ce que je trouve dommage, c'est que le médecin que j'avais vu, il m'avait dit que j'aurais de la kétamine ces étages. Puis c'est pour ça que j'ai accepté de rester ici, puis pour pas mourir d'un overdose chez nous, tu sais. Fait qu'il a réussi à trouver une faille dans le système pour que j'aille des petites doses de kétamine avec une pompe que je pouvais peser dessus aux 6 minutes. Mais ça marchait pas, là. Ça marchait pas. Fait que ça n'a pas été trop long que je suis retournée chez nous, là. J'en ai souffert. Je suis arrivée chez mon ami parce que je suis allée coucher chez mon ami pendant 3 semaines de temps pour être complètement au repos et rien faire. Ça m'a pris quasiment les 3 semaines complètes avant d'être capable de marcher comme il faut pour juste me rendre aux toilettes. Là. J'ai jamais eu une opération souffrante comme ça. Pour vrai, là, je souhaite pas ça à personne. Mais d'un coup que le pire des douleurs ont été passées, moi, c'était là que je faisais mon sevrage. J'ai plus de douleur opératoire, mais j'en ai encore, mais c'est tolérable. Là. Fait que j'ai appelé au CRAN, puis là, le CRAN de Montréal me dit, ah ben, tu viens pas de Montréal, tu viens de la Nodière, fait que faut que tu sois suivi là-bas. Là, j'appelle au numéro qu'ils me donnent pour finalement comprendre que c'est l'hôpital de Joliette qui gère ça. Je la rappelle, j'ai dit, comprends-tu que c'est non? Puis elle me dit, oui, mais tu viens de là, j'ai pas le choix. Fait que je me suis mis à pleurer. J'ai dit, non, tu comprends pas, là, je veux rien savoir, je veux pas. Fait elle a finalement réussi à me trouver un rendez-vous avec un intervenant pour qu'il me rappelle, pour me poser plein de questions. J'ai eu mon premier rendez-vous, là,
Ça va faire, dans le fond, j'ai eu mon 2e rendez-vous la semaine passée, ça fait 3 semaines. Mais là, je tombe, comment je pourrais dire ça? Mon but en commençant mon sevrage rapidement, c'était d'arrêter d'aller en chercher dans la rue, parce que je trouve ça dangereux là, quand même. Oui, parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas prendre, tu sais. Puis Ben là, on non, parle c'est ça. de l'hôpital de Joliette. Écoute, il y en a d'autres hôpitaux aussi qui ont des failles, là, tu sais. Parce que moi, Joliette, j'ai aucunement aucun problème. J'ai soigné là pareil comme une princesse, tu sais. Fait que, tu sais, mais il y a d'autres hôpitaux. Je sais qu'il y en a d'autres, qu'il y a des gens qui n'aiment pas Joliette ou ils n'aiment pas Pierre Boucher ou ils n'aiment pas, qui sont pas bien servis, là, si on peut appeler ça comme ça. Là. Mais moi, Saint-Hyacinthe, Joliette, j'ai pas un mot à dire. Ça, c'est chacun son opinion. Ouais, Chacun sa maladie aussi, tout dépendant pourquoi tu rentres, là, tu sais. et voilà. Puis là, c'est ça, on commence, je rencontre l'intervenant, le médecin puis l'infirmière. Fait que eux autres, ils ont quand même été surpris du dosage que je prenais. Je prenais déjà aussi de la méthadone. J'étais à 60 mg de méthadone parce qu'on m'avait prescrit ça pour la douleur, en espérant que ça allait aider pour la douleur. Mais ça marchait pas. Fait que, là, moi, tout ce que j'avais entendu, autant les gens de la rue que les gens dans la salle d'attente au CRAN, ils m'ont dit, tu vas voir, ils vont descendre ton Dilaudid doucement pendant que ta méthadone, elle monte. Mais là, le médecin que je vois, il me dit, moi, je te prescrirai pas de Dilaudid, là. Ben oui, mais on va faire quoi le temps que ma méthadone, elle augmente? Fait qu'elle me prescrit rien cette journée-là. Elle m'a rien prescrit sauf de la méthadone 20 mg de plus. Fait qu'elle dit, on va te l'augmenter à 20 mg par semaine, puis c'est ça. Elle dit, c'est ce que je peux faire pour toi. La semaine passée, le mardi, il faisait super froid, puis mes rendez-vous sont le mardi. On arrive pour partir, l'auto, la batterie, elle marche pas. Ça marche pas. Mon rendez-vous est à 1h30, puis j'appelle à 11h pour dire que je pourrais pas me rendre. Eh bien, ça panique parce que je veux pas perdre ma place à cause de ça. Non, c'est sûr. Fait que la TS est quand même en mesure de comprendre, l'intervenante. Puis elle me dit, viens demain au sans rendez-vous, puis il n'y aura pas de problème. Fait que je me pointe le lendemain. Euh, je, je me mets à pleurer. J'écoute, là, ça va pas, là. Je fais de l'anxiété comme jamais. J'ai des symptômes de sevrage au dernier degré. Je sais plus quoi faire, là. Je sais plus quoi faire. Fait qu'elle me dit, ben là, le médecin n'est pas là, je peux pas te faire voir par elle, puis je peux rien faire pour t'aider. J'ai dit, non, tu vas me laisser comme ça, là? T'es sérieuse? Tu vas vraiment me laisser, tu sais, puis, wow, OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue chez nous, puis jeudi, j'étais allée à ma pharmacie. Je disais à ma pharmacienne, j'écoute, je capote, je sais plus quoi faire. Puis vendredi, j'avais ma fille qui venait coucher à la maison, puis c'est cette semaine, pas hier. Hier, j'allais souper chez mon père parce que dans le temps des fêtes, j'ai pas pu y aller parce que j'étais pas capable de me rendre. Je peux pas continuer comme ça. Puis en tout cas, la pharmacienne, elle a été extraordinaire. Elle a réussi parce que bon, vu que j'ai déjà eu des prescriptions après mon opération de Dilaudid, elle a dit ben écoute, il t'en reste 40. Je peux t'y servir, puis étirer le plus possible. Fait que j'en ai eu juste assez pour bien me sentir. J'avais des symptômes pareils, là, on s'entend. Mais j'ai pu aller souper chez mon père, mais là, ici, maintenant, ça va quand même bien parce que j'ai un ami qui a de l'Ativan, il m'en a donné. Mais ce matin, c'était pas beau, là, mon affaire. Là, je tremblais, le dos me courbait tout seul. J'ai broyé quasiment toute la journée aujourd'hui, là. Fait que j'ai appelé au camp peut-être à 3h après-midi, puis là, je suis plus capable, là, je m'endure plus. Elle dit, c'est quand ton prochain rendez-vous? J'ai dit, c'est mardi. Fait qu'elle dit, parle de tout ça avec ton médecin, elle va te prescrire les médicaments que tu as besoin pour réduire ton anxiété, puis soulager tes symptômes. Elle dit, là, tu es dans le pire, puis ça devrait commencer à bien aller. Elle dit, t'as combien de méthadone? J'ai dit, Pas là, facile, un sevrage, là. comment? C'est pas facile, un sevrage, là. Non, vraiment pas. Puis c'est parce que j'ai une grosse motivation là-dedans. Là. Vraiment, là, je veux me débarrasser de ces médicaments-là. Parce qu'on ne peut pas arrêter un médicament. Moi, j'ai pris de l'Effexor pour des antidépresseurs pendant 4 ans et demi. On a commencé avec des petites doses, on a monté pas mal, là. Puis après ça, on a redescendu pour me stabiliser. Mais quand que c'était le temps de commencer à arrêter, ils m'ont fait encore diminuer jusqu'à temps que moi, je dise, bon, à soir, je n'ai pas besoin, je l'ai mis sur la tablette.
mais des antipaniques, je les ai traînés sans en prendre 10 ans dans ma sacoche, dans la sacoche, dans mes poches, pendant 10 ans. Je les ai traînés avec moi au cas des fois, tu sais. Mais je le sais que le sevrage, n'importe quel médicament, comme moi, c'était du Dristan dans le nez quand j'ai arrêté de consommer. J'avais toujours le nez bouché, puis je prenais du Dristan. Et je dois avoir été 15 ans à prendre du Dristan. Puis mon médecin m'a donné, il dit, tu sniffes de la coke, là. C'est la même affaire, là. Il dit, t'es dépendante de ça, là. Fait qu'il m'a prescrit d'autres choses. Ah ben oui, tu peux tomber dépendant du Dristan. Fait qu'il m'a prescrit d'autres choses, puis ça, j'en mettais le matin puis le soir, puis j'ai fait ça peut-être 2 mois, puis après ça, mon nez n'a plus jamais bouché, rien, mais c'est sûr que la coke m'a scrapé le nez, là, tu sais, là. Encore aujourd'hui, j'ai le nez bouché des fois, de temps en temps, mais je vais prendre de l'eau. Juste de l'eau que je vais mettre, puis avec un Q-tips, puis je mouille mon nez, puis c'est correct, tu sais. Mais c'est ça, on peut dépendre de beaucoup de choses, tu sais. Des Tylenol ou n'importe quoi, tu sais, il y a des gens qui prennent 2 Tylenol tous les soirs avant de se coucher pour les aider à dormir. C'est une dépendance, là, tu sais. C'est fou, pareil. Notre corps est facile à dépendre de quelque chose. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Un alcoolique, c'est la même chose. Il a besoin de boissons tout le temps. Tu sais, moi, le sevrage d'alcool, ça a pris quasiment les 4-5 premiers mois. Je voyais des bébites, là, puis j'ai appelé pour avoir de l'aide, puis c'était dans un an seulement qu'il y avait une liste d'attente. Puis je me suis sortie de ça tout seul. J'ai arrêté la drogue tout seul du jour au lendemain. Puis je le sais, c'est quoi le sevrage, parce que, mais tu sais, faut pas que tu y retouches. Puis, qu'est-ce que toi, tu dois vivre? Parce que moi, je n'ai pas jamais pris de deal ou un petit peu quand je sors de post-opératoire, là, comme mon cancer ou de quoi, ils m'en ont donné à l'hôpital. Mais après, quand j'ai fait faire mes seins, c'est la même chose. Ils m'ont donné des anti-inflammatoires. Puis au lieu d'enlever le mal, ça l'a triplé mon mal. Fait que le lendemain, moi, j'ai appelé, puis j'avais un couteau dans les mains, je voulais ôter ça, là. J'ai dit, je vais ôter ça. Et j'avais une souffrance, puis c'était avec des suppositoires de Gravol. Il m'a dit, mets-toi un suppositoire de Gravol, puis viens-t'en. Le suppositoire de Gravol ôte tout l'effet du médicament. OK. Wow. Fait que quand je suis arrivée là-bas, j'avais plus mal. Puis j'ai arrêté les anti-inflammatoires. Il dit, c'est pas fait pour toi, tu réagis très mal à ça. Tu sais, fait qu'il faut apprendre à se connaître, là, vraiment, là, pour te dire qu'un sevrage, toi, les muscles doivent te faire mal, tu dois être brûlé, la tête, tu dois être un hamster, ma fille, qui court 100 km/h dans ta tête, là, pour essayer de dire, il faut pas que j'en prenne, mais... C'est intense. Puis quand j'avais 25 ans, aujourd'hui, ça me dérange plus d'en parler parce que mes enfants savent par où j'ai passé. Ton entourage est au courant maintenant. Oui, parce que j'ai toujours été transparente là-dedans. J'ai ce qu'on appelle un porto-4, un accès veineux central. Quand j'avais 25 ans, il était de ce côté-là. Puis quand j'ai fait mon sevrage, quand j'avais 25 ans, j'étais tellement mal, je voulais tellement que ça arrête que je savais plus quoi faire. Puis j'ai été m'injecter de la vodka là-dedans, là. 1 millilitre de vodka direct dans les veines. Ça a été foudroyant. J'étais saoul fini. Là. Puis on parle d'une seringue de 1 millilitre, que c'est pas grand-chose. Là. Mais shit, c'était quelque chose. Puis, direct, ça a rentré direct, là, tu sais. Oui, puis j'ai fait une tentative de suicide ce soir-là en m'injectant 5 millilitres d'héparine à 1 million d'unités par millilitre. Ils n'ont jamais compris comment j'ai pu survivre à ça parce que généralement, quelqu'un qui a besoin d'héparine, ça va être là, gros comme ça, là, ce qu'ils vont s'injecter, puis le sang, il devient clair. J'étais allée m'injecter 5 millilitres. Puis quand je me suis réveillée le lendemain matin, tout mon côté, puis je me suis endormie sur le côté droit, mon côté était bleu, bleu, bleu. Oui. Mon sang, puis mes organes étaient en train de se liquéfier, puis ça a comme tout été de ce bord-là. Mais moi, si je reviens à ça, là, ta maladie, oui. Tes problèmes de testin, tout, oui. Mais est-ce que tu te considères comme une toxicomane dépendante de médicaments ou de quoi de même? Ou demain matin, ton médecin te dit c'est psychologique, ton mal, on arrête tout, es-tu capable d'arrêter ou tu peux pas? Ben, je viens d'arrêter, ben, c'est en processus, là, mais je veux dire, peut-être, il y a 15 ans, oui, effectivement, j'avais une grosse faiblesse à ce niveau-là. Mais ici, maintenant, aussitôt que j'ai arrêté d'avoir des douleurs chirurgicales
aiguë, j'ai tout de suite embarqué dans mon sevrage. Fait que je pense que j'ai fait beaucoup de chemin de ce côté-là. Oui, j'ai un problème de dépendance. Il est physique, mais il n'est pas psychologique. Pas en ce moment. Fait que toi, moi, je te connais pas. Toi, tu as confiance en toi que tu vas réussir à arrêter. Parce que là, tu n'as plus de mal. Tu as une cicatrice, OK, mais là, tu n'as plus de mal à ton ventre, là. Non, c'est ça. J'ai plus de douleurs aiguës. À la limite, là, je vais prendre du Tylenol s'il y a quelque chose. Là. Mais les douleurs, c'est ça, c'est pas des douleurs qui nécessitent de la morphine. OK. Là, ça fait combien de jours que tu dis, là, tes voix le mardi, depuis à peu près 3 semaines, tu étais à 64 mg. Là, on peut dire, tu fais quoi? Tu es rendu où là? Dans le fond, j'ai eu jeudi 40 pilules de 4 mg. Je l'ai étiré jusqu'à hier soir. Fait que hier soir, j'en ai pris 4 de 4. Fait qu'on parle de 16 mg. Fait que j'en ai pas pris depuis hier soir. Mais si tu dis que tu n'as pas de douleur, Tylenol ça fait l'affaire. Pourquoi tu as pris 4 de 4? C'est juste pour pouvoir être en mesure de fonctionner pendant que j'avais mes enfants. Pour couper les symptômes de sevrage, tout simplement. Parce que les symptômes de sevrage étaient tellement aigus que... Qu'est-ce que ça te fait, pour que les gens là, qui ne consomment pas ou qui n'ont jamais consommé, qui vont écouter l'émission, qu'est-ce que ça te fait, le sevrage dans ton corps? Tu te sens faible? C'est quoi que ça fait? Des tremblements. Ah oui, puis je fais du diabète en plus, ça fait que ça vient comme jouer là-dedans aussi. Mais un sevrage de narcotiques, là, quand on est dans le pic du sevrage, puis qu'on n'a pas d'activant, qu'on n'a rien pour soulager les symptômes, c'est de l'héroïne, dans le fond. C'est comme de l'héroïne. C'est des tremblements, des vomissements, de la diarrhée, les crampes abdominales qui embarquent là-dedans. Honnêtement, depuis que j'ai commencé mon sevrage, je broye ma vie, j'ai l'air d'un vrai veau. C'est pas compliqué, je broye tout le temps. Oui, mais c'est normal. Tu sais, un sevrage, c'est un sevrage. Là, Ça joue sur le psychologique beaucoup, beaucoup. Je sais que j'ai un bon moral puis que j'ai une bonne motivation. Je sais que c'est une mauvaise passe à faire, que je vais m'en sortir. Mais tu sais, ton sevrage, là, tu en as pour le reste. Comme moi, là, j'ai arrêté de boire, là, ça va faire 34 ans en avril 2026. Mais j'ai des flashbacks encore de ça. Oui, on va en avoir toute notre vie, probablement. Là. C'est toute notre vie parce que ça fait partie. Tu sais, moi, depuis que j'ai arrêté de consommer des drogues fortes, le coke, etc., et tout ça, j'écoute un film qu'eux autres, mettons, ils consomment, puis là, je tombe dans un manque. Puis je me vois dans un manque pendant qu'ils sont à TV. Je ne suis pas capable d'écouter un film qui a de la drogue dedans, là, parce que je le ressens, le manque, puis je file bien angoissée, assis sur le sofa, puis, tu sais, je ne suis pas bien. Puis l'alcool, c'est pareil, là, tu sais, là, en 2020, ils nous ont tous mis dans la maison, là, avec une cagoule sur la tête. Pas facile. Ouais, c'est ça. Puis j'ai plein d'amis qui ont flanché sur l'alcool. Parce que là, le cerveau, là, moi, j'ai fermé la TV, j'ai tout fermé, puis je me suis mis à peindre la maison à la place, en dedans, puis à changer les idées. Mais j'avais des flashs. Si je prendrais, puis des fois, je me dis, tu sais, mes chums me disent, ouais, mais à 80, s'ils te disent qu'il te reste un an à vivre, vas-tu prendre un verre de vin? Puis souvent, je vais dire, ben, pourquoi pas, tu sais? Puis après, je me dis, pourquoi? Tu sais, là, ça fait comme dans ma tête, là, j'ai un in-out. Le sevrage, il va être toute ta vie. Fait qu'il va falloir que c'est psychologique, il va falloir que tu te parles souvent, dire, sont là, j'y touche pas, j'en veux pas, non, puis... Puis quand je me suis séparée, ça va faire 9 ans que je suis séparée. Honnêtement, je dirais que c'est vraiment là, dans les 5 dernières années que je me suis reconstruit, puis que j'ai complètement changé ma façon de voir les choses, puis que je sais que psychologiquement, je suis assez forte. Mais si on recule de là 6 ans, c'est arrivé une couple de fois que j'ai eu des craves, une grosse mauvaise nouvelle qui me tape dans la face, que j'aurais pris quelque chose là, à ce moment-là. Fait que c'est là qu'il faut pas. C'est ça, mais c'est ce que j'ai fait. Dans le fond, j'ai pas rien consommé, puis j'ai été correct. Là. Mais oui, l'idée, le minding est là, c'est sûr. C'est tout de suite, je le sais, ça vient tout de suite, mais
c'est ça. Faut changer les idées. Il faut virer sur un dixaine, puis paf, là, changer les idées. Un Moi, je vais grand verre d'eau froide aussi, puis ça Ouais. peut aider. Hein, puis... Ben oui, tu sais, moi, je vais chanter d'un bar, là, tu sais, puis des fois, là, je suis assis, puis je suis avec ma chum quasiment tout le temps, puis je regarde des bouteilles d'alcool, ben, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que ça goûtait. Hey, elle dit, là, change de cassette. Pourquoi tu essaies de te rappeler qu'est-ce que ça goûtait, tu sais? Tu vois-tu, on dirait que ça me fait une sensation en dedans, tu sais, hey, je me rappelle pas qu'est-ce que ça goûte, tu sais. Mettons que je me rappellerais qu'est-ce que ça goûte du cognac, mettons, ben, je suis une buveuse de cognac ou de Johnny Walker. Me rappeler qu'est-ce que ça goûte, peut-être ce serait pas bon. Non, probablement, hein. Mais pourquoi je me dis, tu sais, pourquoi on s'auto-mutile de même à regarder les bouteilles puis à se dire, hey, je cherche à quoi ça goûtait, j'essaie de m'en rappeler. Ça me sert à rien d'essayer de m'en rappeler. C'est comme, mais mon cerveau, lui, il veut s'en rappeler peut-être quoi pour me redescendre en bas, tu sais. Peut-être parce que ça amène un sentiment de bien-être qu'il y avait à ce moment-là quand vous buviez ou, tu sais, je pense que c'est propre à chaque personne aussi. Mais toi, là, tu sais que tu vas t'en sortir. Tu es positif là-dessus. Moi, j'ai toujours dit, tu sais, je l'ai dit dans d'autres podcasts, un gagnant a une solution à chaque problème, puis un perdant a un problème à chaque solution, tu sais. Voilà. Quand il arrive une petite épreuve, il faut rester positif, virer de base, comme travailler à un emploi, puis il arrive de quoi? Faut que tu sois capable de virer de bord, puis tout de suite faire, tu sais, ça, c'est pas la génération qui pousse ben, là. Ils voient ça, puis c'est quoi qui se passe, là? Mais moi, je vais avoir 62 ans, là. Fait que, tu sais, je vois l'ouvrir. Tu sais, je suis quelqu'un qui va virer tout de suite sa dizaine, puis qui roule à côté, là, tu sais, là-dessus. Fait que moi, tu sais, pour que le monde comprenne, moi, je le sais, c'est quoi un sevrage. Puis toi, ça fait 3 semaines. Puis, tu sais, tu le dis, et j'en ai eu 40 de 4 mg, puis dans le fond, tu as fait une semaine avec ça. Oui, puis c'est vraiment pas gros parce que. Beaucoup, là. Moi, dans ma tête, c'est beaucoup, là. 40, j'en aurais fait un mois, mettons, là. Tu sais, c'est une par jour, une et demie par jour pour mon sevrage. Mais toi, il faut comprendre, tu es parti à 64 puis tu es tombé à 4 mg. Ben, dans le fond, 40 comprimés de 4 mg, c'est comme si j'avais eu 20 pilules de 8 mg. Fait que si on compte ça là, avec les doses que je prenais, moi, là, 20 par jour de 8 mg, c'était rien. Là. Je pouvais facilement, j'en prenais 8 à la fois minimum. Là, fait que si je me piquais 4 fois dans la journée, ben c'est 8 fois 4. Fait que mon 20 comprimés qui est passé. Ben c'est ça. Fait que réussir à étirer 20 pilules de 8 mg sur 3 jours, pour moi, c'est quelque chose qui est énorme, là. Vraiment énorme. C'est ce que je veux que tu nous dises, parce que c'est justement, je veux que les gens qui nous écoutent comprennent que, tu sais, parce que même moi, quand tu as dit 40, ça 3 jours, 4 jours, il y a tabarnouche, OK, là, mais c'est ça, c'est 4 mg. Fait quand tu en prends 4, ça te fait 16 mg. Tu étais à 64, mais tu sais, il ne faut pas t'en prendre aux heures non plus, là, tu sais. Voilà, c'est sûr. Puis, pour une fois aussi, ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai des gens autour de moi qui sont là pour la première fois de ma vie, je suis bien entourée. Enfin. Oui, puis j'ai mes enfants, j'ai une de mes filles qui a 16 ans. Je vais lui donner, c'est sûr, je vais donner le bon exemple à tous mes enfants, mais je suis très, très proche d'elle. Puis, ça m'a vu là, me faire mes injections. Puis, mon père m'a vu. J'ai jamais fait de cachette là-dessus. Je vais juste expliquer pourquoi je faisais les injections en sous-cutané plutôt que par la bouche, là, parce que peut-être que les gens vont mieux comprendre aussi. Qu'avec la maladie de Crohn, par la bouche, j'absorbe pas qu'à. Fait que les 8 pilules de Dilaudid 8 par la bouche, ça me soulageait pas, ça faisait rien. Mais en sous-cutané, mon système va l'absorber, puis je le sais que je ne tomberai pas en surdose. Puis ça, petite parenthèse, n'importe qui se fait opérer, allez vous chercher une trousse de naloxone. C'est essentiel. Parce que quelqu'un qui se fait opérer puis qui a une prescription bien ordinaire de Dilaudid 1 ou 2, qui va en prendre un, puis oups, une demi-heure après, il a encore mal, il va en popper un autre. Oups, une autre demi-heure plus tard, ça n'a pas encore fait effet parce que le système digestif est plus lent cette journée-là, il va en prendre un autre. Les 3 vont embarquer en même temps. Oups, la personne se retrouve en surdose. Puis pourtant, la personne, c'est pas une toxicomane, là. Non, c'est juste d'avoir mal géré son médicament.
Là, fait que Une moi, surdose, c'est ça, là. Un overdose ou de quoi? C'est d'avoir mal géré son dosage, de pas. Parce que moi, je me rappelle un petit peu plus jeune, et dans le temps, c'était à Buvard, là, puis j'en ai pris une, puis une heure après, elle n'a pas embarqué. J'en ai pris une autre, puis elle embarquait pas. Puis la troisième, ils ont tous embarqué en même temps. Mes chums ne l'ont pas trouvé drôle pantoute, là. Moi, c'est bien vague dans ma tête, là, mais ça n'a jamais pu, là, tu sais. Fait que. C'est fou. Puis le fentanyl, ça aussi, je pense que c'est important de le mentionner. Là. Les ados qui vont aller acheter du speed, là, c'est pas des toxicomanes, là, on s'entend. Là, ils veulent essayer un speed. La personne à qui l'a acheté a coupé ça avec du fentanyl. N'importe qui peut faire une overdose de piacé. N'importe qui. C'est pas que les toxicomanes. Puis là, il y a plus de cochonneries qui dans les rues aujourd'hui que dans mon temps à moi, parce que moi, le recul des années 70, fin 70, début 80, il fallait que tu fasses attention, mais c'était moins cochonnerie que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. C'est moins connu aussi. Puis l'analoxone, soit qu'on peut l'avoir en injection intramusculaire ou un spray nasal. Puis aller à n'importe quelle pharmacie, ils vont vous la donner. C'est gratuit, ça coûte rien. Moi, j'ai éduqué tous mes enfants avec ça. J'ai tout été leur chercher une trousse de naloxone. Vous allez dans un party, il y en a un qui tombe à terre. Il y en a un qui va tomber à terre. C'est sûr. Il peut pas faire de surdose de naloxone. C'est sûr que si c'est une autre sorte de surdose, le naloxone fera rien. Mais quand même qu'on donne 40 doses de naloxone, c'est pas grave. Ça tuera pas personne. Mais de l'autre sens, on peut peut-être sauver une vie aussi. Oui, exact. Exact. C'est comme de traîner. Moi, je travaille comme horticultrice l'été. Puis j'ai toujours mon épipène, là, pas pour moi, parce que mais tu sais, on travaille, les gens jouent avec les fleurs, une abeille qui le pique, puis il est allergique. Ben, tu sais, je trouve ça important d'être préventif là-dessus, là, tu sais. Ben, c'est ça, c'est tellement. Il y a tellement des jugements par rapport à ça. J'entendais. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont te juger là, en t'écoutant, en disant mais voyons, c'est une toxicomane, puis elle va avoir. Non, c'est vraiment pour une souffrance de médicale, toi, que tu as fait ça. Puis aujourd'hui, tu as quand même eu 7 enfants là-dedans. Là. Oui, tes enfants, tu leur as éduqué ton mode de vie, puis tu les as fait comprendre pourquoi tu faisais ça. Je ne sais pas si c'est indiscret. Est-ce que tu as des enfants qui ont une tendance à la dépendance de drogue ou de quoi dans tes enfants? J'ai une de mes filles qui elle aime essayer les choses. Elle n'a pas de grosse dépendance grave ou quoi que ce soit. Elle fume du pot. Elle prend pas de chimique, par exemple. Elle venait essayer, ça oui, là, parce qu'elle me l'a dit. Encore le pot, il faut faire attention. J'ai des amis qui ont fumé des joints de pot, qui sont en psychiatrie, ils ne sortiront plus jamais pour un joint de pot. Là. C'est sûr que si la personne a une fragilité en santé mentale, il y a aucune... Même si tu n'as pas de maladie mentale, tu fumes un joint, ça peut être l'angoisse, le cerveau vient tout croche, c'est dangereux. Là. C'est vraiment dangereux. Là. N'importe quoi, de toute façon, qui est pris dans l'excès, c'est pas bon. Puis, c'est exactement. Ma fille, j'ai beaucoup éduqué, puis rendue là, tu sais, rendue à 19 ans, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je peux pas faire plus. Mais t'en parles-tu des fois, tu sais, moi, j'aimerais ça essayer ça, puis toi, tu peux conseiller, dire, regarde, moi, ta place, j'essayerais pas ça, regarde, passe à côté de ça. Avez-vous une discussion? Parce que moi, j'ai élevé 2 enfants, j'ai pas d'enfants, mais j'ai élevé les 2 enfants de mes 2 conjoints, puis ils consomment pas, puis ils boivent pas. Parce que une qui a été élevée avec la drogue et l'alcool, la plus vieille, la fille de mon premier mari, mais mon gars, de mon deuxième chum, il m'a vu à jeun, lui, fait que l'alcool chez nous, il n'y en avait pas avec son père ne buvait pas, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait rien, tu sais, fait que là, ça y arrive de fumer son petit joint, mais il y a une maison, une grosse maison, il y a une job qui gagne un gros salaire, il y a le pick-up flambant neuf, ça y nuit pas, mais il y a des limites, tu sais, il ne va pas travailler le matin avec le joint dans la gueule, là. Il revient le soir de travailler, il va prendre une puff, après ça, il fait son souper, ses affaires, il s'occupe de ses animaux, tout, tu sais, je veux dire, il a vu dans le respect comment moi j'ai été, puis l'autre, ben, elle ne consomme pas du tout, tu sais. Mais le respect, puis... Parce que moi, je l'aurais toujours éduqué. Posez-moi une question. Ma petite nièce, j'ai une de mes nièces qui m'avait déjà dit, ma tante, ça fait quoi fumer un joint?
Ben, je dis, si tu veux l'essayer, ma tante va te le faire essayer, tu sais. Puis elle avait fait une puff, puis elle n'a pas aimé ça pantoute, puis elle dit, c'est fini. Puis elle a 25 ans, elle n'a jamais retouché. Ma tante, ça fait quoi, prendre un verre? Ben, moi, ma tante, elle chante d'un bar. Viens, puis prends-toi-en un verre, tu sais. Puis elle en a pris un tout, puis elle a dit, oh, non, c'est pas. Fait que, tu sais, je vais t'expliquer c'est quoi, mais si tu veux l'essayer, il fallait, pendant que je suis là, fait que s'il y a de quoi, je suis là, tu sais. Ben, c'est vrai ça que j'ai toujours dit à mes enfants. Si vous voulez essayer quelque chose, venez me le dire. Parce qu'on trouve Oui. tellement de merde dans tout. À la limite, là, je sais qu'il y en a qui vont me lancer des roches, là, mais j'en ai rien à battre. Là. Ben, Mais c'est mieux que ce soit toi qui leur trouve qu'est-ce qu'ils c'est veulent ça. Ben, de, exactement. de bonne qualité, qu'eux autres achètent ça à n'importe qui puis qu'il arrive de quoi. Moi, dans ma tête, c'est comme ça aussi, là. Ma fille, justement, là, qui essaye plein d'affaires, elle m'avait demandé des speeds à un moment donné. Puis je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de fentanyl là-dedans de nos jours. Oui. Mais je savais où aller en chercher qu'il n'y en aurait pas. Puis où est-ce que je travaillais? Ben, que j'étais bénévole, excusez. On avait des tests pour toutes les drogues. Puis on sait exactement c'est quoi qu'il y a dedans. Je vais toujours me rappeler, j'en avais acheté 5, parce que c'est 5 pour 20 En tout cas, je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, là, mais il y a 4 ans, c'était ça. Puis elle en a pris une demi, puis elle les avait encore l'année passée. Fait que elle les a même pas pris, dans le fond. Elle en a pris la moitié d'une, puis elle n'a jamais retouché à ça. Elle n'a pas aimé ce que ça a fait. Elle a Mais elle peut essayé, dire à ses chums, j'ai déjà pris du speed. ben voilà. Fait que elle me l'a demandé. Elle avait. C'est bien ça. Moi, je trouve ça encore mieux de même qu'ils achètent n'importe quoi dans la rue, là. Ben moi aussi, puis mon autre fille qui a 16 ans, elle n'est pas portée là-dessus, vraiment pas. Elle a pris sa première brosse avec moi. Eh, Seigneur. Puis je suis contente qu'elle ait fait ça parce qu'elle aurait bien pu aller faire ça chez des amis, ça l'aurait pu mal virer. Puis j'étais là, je pouvais agir s'il y avait quoi que ce soit. Puis c'est arrivé une seule fois. C'est C'est ça, sûr. parce qu'il faut que nos enfants, puis que les gens comprennent aussi. On est venu au monde avant nos enfants. Nos expériences, on les a faites, là. Il Pas y en quand a tu as un enfant à 16 ans, tu peux pas dire que tu as connu les affaires, mais quand tu as des enfants à 25, 26, 27 ans, ben, tu as fait un bout, là, tu sais. ben, Fait c'est que tu es capable, tu sais. Puis moi, c'est comme mes nièces, tu sais, je veux dire, à l'âge que je suis rendue, là, j'ai pogné les années, moi, là, les années 90, disco, rock and roll, puis tout ce que tu veux. Fait que si, tu sais, si tu veux me parler, viens me voir, je vais t'expliquer ça, je dis à mes nièces, ma tante, elle va te l'expliquer, puis après ça, regarde, mets ça dans ta balance, faisant bien qu'est-ce que tu veux, tu sais. Et voilà, mais ma mère, par exemple, est vraiment contre ça, puis elle me dit que j'incite mes enfants à consommer, blablabla. Je dis non, Faire en justement, cachette. les enfants, en tout cas, généralement, là, on s'entend qu'ils sont pas tous comme ça, là, mais plus qu'on leur dit non, plus que c'est tentant. Moi, J'aurais pas j'étais comme dit ça. non moi, quand j'étais jeune, là. Ben, c'est ça, moi, ma mère, elle voulait pas que je fasse rien, puis mon père, c'était de la tornade dans ce temps-là. Mon père m'avait dit, viens avec moi, là. Il dit, c'est quoi que tu veux? Genre, je m'en allais dans un petit party, j'étais en secondaire 2 à Saint... Bon, je m'en allais à Saint-Michel. Il m'a acheté mon petit 6-pack de tornade. Puis pourtant, j'ai jamais été portée à boire, là. Je bois pas. Même aujourd'hui, je bois pas. J'aime pas la boisson. J'aime pas ce que ça me fait. Puis, tu sais, je veux dire, mon père m'a pas incité à boire. Il m'a juste permis de vivre ce que je voulais vivre pour que je sache que finalement, j'aime pas ça. Mais moi, je pense que c'est comme ça que je pense. J'ai jamais incité mes enfants à consommer ou quoi que ce soit. Je suis là s'il y a quelque chose. On a une belle relation de confiance. Je suis pas là pour leur taper ses doigts non plus. C'est ça, tu es né avant eux autres, puis tes expériences, tu les as, puis il faut qu'il y ait une confiance, tu sais. Les laisser à eux-mêmes, ça fait des fois, ils vont être en prison, ils vont être morts, ils vont être dans la rue tout croche, comme à Montréal ou de quoi, qui fait pitié que j'en reviens pas. Mais c'est ça. Tandis que toi, si tu es là, ils veulent consommer, ben regarde, tu veux l'essayer, essaye-les ici, au moins s'il arrive de quoi, je suis là. Ouais, C'est pas drôle, là. Ben, Mais ils moi, vont aller l'essayer ailleurs, anyway. tu veux, moi, avoir des enfants, c'est ça que j'aurais fait. Il aurait été éduqué par moi. Tu sais, c'est comme la fille qui commence ses menstruations, puis que la mère, elle dit hey, parle-en pas, parle-en pas. Voyons donc, les serviettes sanitaires sont là, puis c'est de même, ça se met, puis c'est normal. Puis faut que tu y expliques. Aujourd'hui, les jeunes, ils pensent, tu leur parles, puis ah, ben oui, toi, on le sait bien, tu connais tout, tu sais tout. Ben, Mais c'est comme t'as rien vu, jeune, là. T'as rien vu, là.
Ben Pas non, encore, vraiment pas, là. C'est comme les premières relations sexuelles. Ben voyons donc, tu laisses ton enfant baiser avec son chum. J'aime bien mieux que mes enfants aient des relations chez nous qu'en arrière d'un container, mm. puis que ça se passe mal, tu sais. Puis là, Euh, il faut un condom, puis faire attention, puis tati voilà. patata. C'est ça, tu sais, on éduque. Ils appellent ça l'éducation. Mais si tu fermes ta gueule, il n'y a pas personne qui va être éduqué, là. Tu sais. Puis j'ai pas mal viré pourtant, puis tu sais, la seule chose plate, dans le fond, moi, qui m'est arrivée, c'est que ma santé est pas là. J'ai juste pas de santé. Mais Fait que, aujourd'hui, tu as 41 ans. Tu files comment là, depuis 3 semaines? Là, ton opération, ça a réussi. Tu n'as plus de douleur extrême. Euh, Puis là, puis là, tu es dans ton sevrage. Fait que ça veut dire que d'ici peut-être 3 mois, tu ne toucheras plus à rien. ben, le Diledid, je pense pas que je vais en reprendre à moins d'une autre intervention, là. Parce que là, je sais que mardi, je vois le médecin puis qu'elle va me prescrire les médicaments. Parce que j'ai parlé à l'infirmière aujourd'hui. Puis c'est ça, elle m'a dit que j'allais probablement avoir des médicaments pour l'anxiété, pour les pics, là, quand que ça va vraiment pas bien. Oui. Parce que des fois, je viens les muscles aussi raides. Fait que peut-être un relaxant musculaire que je vais avoir, je ne sais pas. Mais je suis bien confiante. Puis j'ai des projets qui s'en viennent aussi. Puis tu sais, moi, c'était mon rêve de toujours de devenir comédienne. On s'entend que je suis pas connue, j'ai pas eu de grands rôles parlés à la télé, j'en ai eu au théâtre. Ben, pas des grands rôles, là, mais j'ai tellement travaillé fort pour arriver où ce que je suis dans ma vie que je laisserai pas un médicament venir tout ruiner ça. C'est tout ça. Les Ouais, efforts que tu as faits. exactement. Puis ma fille, celle de 16 ans de qui je suis vraiment proche, elle me voit aller, puis elle aussi, il est arrivé plein de choses dans sa vie. Elle l'a pas eu facile, ma fille. Je voudrais pas qu'elle tombe dans un pattern de consommation pour venir penser ses blessures, tu sais. Fait que je le sais qu'elle me regarde, puis j'essaye de tout mon cœur de donner le bon exemple. On s'entend que je suis une personne, je suis un humain, je suis pas parfait. Oui, non. Hum, Mais je voudrais pas qu'elle ait des problèmes avec les médicaments ou avec les drogues ou Parce que toi, pendant tes grossesses, là, on sait que là, tes opérations, puis tes médicaments, puis tout, mais pendant tes grossesses, l'enfant, il est plugué sur toi, là, tu sais. aussi, ouais. Ben, c'est ça. Fait que, parce qu'on en parlait, je pense, au jour de l'an, pour ça, cette année, on parlait de quand mon frère est venu au monde, qui broyait tout le temps, tu sais. Puis ma mère, puis dans le temps, en 65, on ne sait pas pourquoi il broye de même, puis qu'il broyard, puis elle est allée le mener à Sainte-Justine, puis elle dit, gardez-les. Elle dit, moi, je suis tannée de l'entendre broyer, tu sais. Puis, mais c'est un sevrage d'alcool. OK. Mon Ouais, frère est en sevrage d'alcool. Aujourd'hui, mon frère, il ne consomme pas, il a 60 ans. Il a jamais, tu sais, il a pris des brosses dans sa vie, une brosse de temps en temps, mais c'est pas quelqu'un qui boit. Il prend un verre de vin le soir avec sa femme en soupant, mais pas tous les soirs. Puis moi, c'est le contraire, c'est moi qui ai tombé l'alcoolique, tu sais, puis j'ai pas eu de sevrage. Moi, là, ma mère a commencé à boire à la fin de ma grossesse, de sa grossesse à elle. Mais mon frère, lui, par exemple, lui, il a été en sevrage. Fait que je le sais, c'est quoi le sevrage. Lui aussi, là, il criait, il pleurait, il avait soif, il voulait avoir de quoi boire, là, tu sais. c'est pas facile, là. Puis justement, je n'y ai pas pensé tantôt, mais ma dernière, j'ai fait une grosse pierre au rein à 29 semaines. La pierre au rein, quand on me l'a enlevée après ça venait au monde, c'était gros comme un 2 piastres. Fait que quand je suis arrivée à l'hôpital, c'est encore une fois, elle connaît son corps. Je sais pas pourquoi, mais mon feeling me dit que c'est une pierre au rein, puis ça faisait mal comme des contractions. Sur le coup, je pensais que c'était ça là, que j'allais accoucher. Mais après ça, quand je suis allée faire pipi, j'ai vu que c'était rouge, puis c'est là que j'ai allumé que c'était probablement une pierre. Euh, Rendue à l'hôpital, on m'a donné deux choix. Soit la faire venir au monde par césarienne à 29 semaines, avec toutes les complications que ça amène, Hum. et que je me rende le plus loin possible dans ma grossesse, avec des doses minimes de supédol, avec un bon suivi médical. Mais on m'a avisé, c'est sûr que si tu en prends beaucoup, ton bébé va avoir un gros sevrage. Ouais, c'est ça. J'en prenais presque pas, là. C'était vraiment minime. Elle a eu un sevrage à faire pareil, c'est sûr. Mais aujourd'hui, là, elle va avoir 11 ans, puis elle a aucune séquelle. On est resté 3 semaines, un mois à l'hôpital après sa naissance. Ça a quand même vraiment bien été. Mais encore une fois, c'était contrôlé médicalement.
Ça, c'est pour ôter ta douleur de ta pierre au rein, là. Oui, ils m'ont mis un drain double J pour pas que mon rein bouche parce que c'était élevé, là, en tabarouette. Puis le restant de ma grossesse, jusqu'à temps que j'arrive à 37 semaines, j'ai accouché chez nous en plus. Ouais, j'ai plein d'histoires de même, c'est complètement fou. J'ai accouché à la maison, j'ai eu peur de la perdre, honnêtement, parce que la veille, le 20 février, je m'en vais à l'hôpital. Je pense que c'est mon travail qui a commencé. Le médecin qui est de garde, qui me connaît pas, non, c'est ta pierre au rein. Il me prescrit le Supudol. Il dit, prends-en une, puis tu vas voir, ça va passer. Fait que le 21 février au matin, il est 5 heures, j'en prends une parce que je vais m'avoir bien mal. Puis je me lève m'occuper des enfants. Je sais pas c'est quoi qui m'a passé par la tête. Mon mari m'avait acheté des culottes d'incontinence parce que j'ai tendance à faire des hémorragies après mes accouchements. Puis je l'ai mis dans le feu de l'action, je l'ai pas enlevé parce que je me faisais provoquer le mercredi, puis ça, c'était un dimanche. J'ai éternué, puis j'ai senti que ça coulait, mais jamais j'avais crevé mes os tout seul. Ça fait tant que c'est le médecin qui avait fait ça. Fait que c'est ça. Je dis à ma fille de 8 ans, à ce moment-là, d'aller chercher papa, que je pense que je viens de crever les os. Papa, il se lève, vient me voir, il me dit, t'es pas drôle. Parce qu'il n'y a pas vu de flaque de liquide à terre. Puis la veille, j'avais dit, ça serait drôle que j'accouche à la maison. Fait que finalement, les enfants, je leur mets la Reine des Neiges dans le salon, je fume une cigarette, comme une petite contraction. Fait que je m'en vais voir le papa, je m'assieds sur lui, j'ai réveille-toi, là, je vais accoucher, je suis sûre. Il m'aide à m'habiller, il dit, c'est vraiment pas drôle si on va encore à l'hôpital pour rien. Fait que, Seigneur. Je suis habillée, je m'en vais à la toilette pour faire pipi, sa tête, elle sort. Fait que Colin devine. Mais quand elle est sortie, j'ai appelé ma fille parce que papa était en train de déneiger l'auto. C'était moi qui ai coupé le cordon, tout, puis elle respirait pas, elle était bleue. J'ai vraiment eu peur de la perdre, mais j'avais pris un Supudol à 5 heures le matin, puis j'ai accouché à 7 heures à peu près. Fait que j'ai eu peur pour ça, mais sinon, ça a été une journée complètement débile. C'était complètement fou, mais finalement, elle s'en est bien sortie, puis elle a aucune séquelle, mais ça se peut qu'elle ait des problèmes dans le futur, comme moi, avec les narcotiques, par contre. Qu'elle ait une tolérance rapide à ça, c'est possible, je le sais pas Là, encore. elle a 11 ans, tu sais, si t'en parles avec, puis, tu sais, je trouve que la génération de 11-12 ans de là sont plus avancées que nous autres, on l'était dans le temps, là. À 11-12 ans, moi, je me rappelle que je jouais dans la piscine encore avec des petits bateaux qui se roulaient, là, tu sais, c'est... Oui, moi aussi. C'est ça, tu sais, je trouve que les générations sont un petit peu trop avancées pour leur âge encore, là, tu sais. Donne-toi la permission de jouer encore avec des petits bateaux, des poupées, de quoi, tu as le droit. Tu as tout à fait le droit. Mais oh oui, clairement. moi, là-dessus, qu'est-ce que je vais te souhaiter, c'est que tu t'en sortes de ton... Puis j'aimerais ça, je dis ça souvent, il y a des sujets qui me... J'aimerais ça dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, que tu réécrives à la production pour voir où est-ce que tu en es rendu. Avec plaisir. Essayer peut-être de refaire une petite émission, peut-être plus courte, mais pour dire, regarde, j'ai réussi ou de quoi, parce que je te souhaite de réussir. Ben, merci beaucoup. Puis j'ai tellement de beaux projets qui s'en viennent, puis j'ai une source de motivation. Je voudrais en parler en ce moment, mais là, je peux pas. Mais ce projet-là, cette motivation-là va faire en sorte que ça va bien aller. Là. Fait que ben, moi, je te souhaite juste ça, que ça aille bien, puis que tu t'en sortes comme moi, je m'en ai sorti, puis que ça soit plein de positifs dans ta vie, parce que je pense que tu le mérites à l'âge que tu es rendu, d'avoir, là, au moins, tu as contrôlé, tu n'as plus de douleur. On est en processus de descendre sur les médicaments. Donc, regarde, on s'en va pas vers le pire, on s'en va vers le mieux. Là. voilà. Puis juste d'entendre votre histoire, là, vous aussi, là, vous êtes une source d'inspiration là, quand on entend ça. Puis le moi, j'ai écrit un partage. livre, justement, puis les gens m'écrivent beaucoup. J'ai des commentaires après avoir lu mon livre. Tu es une survivante, puis tu veux être comédienne. Moi, mon père était un des plus grands comédiens au Québec. Fait que, ben, regarde, le nom de Blanchard, peut-être. Ah, ben oui, je viens d'allumer. Fait que c'est ça, tu sais, puis il n'a jamais voulu que je fasse ce métier-là, puis il m'a donné le hockey en 2006 avant de mourir, tu sais. Vas-y, là, je te le laisse, là, je vois que tu es correct, parce que je t'ai sorti de l'alcool, de la drogue, puis tout, parce que c'est un métier que j'aurais planché, c'est sûr, moi, là tu sais, j'étais... pour avoir quelque chose, j'étais prête à bien des affaires, tu sais, fait que
Mais c'est ça, tu sais. Fait que je te souhaite, moi, là-dedans, de réussir tout ça pour qu'aujourd'hui, tu sais, tu sois une gagnante, puis que tes projets, parce que 41 ans, là, regarde, là, t'es une femme, puis la vie, là, ils disent la chanson de Jean-Pierre Ferland, tu sais, à 30 ans, les femmes sont belles, à 40 ans, ça dépend d'elles, puis c'est là que tu grimpes, là, puis que ça... Là, tu as de la conscience, tu es capable de la jugeote, que ce qui est bon et pas bon pour toi, tu te connais plus, tu sais qu'est-ce que tu veux. Fait que moi, je te souhaite tout ce que tu désires, mais surtout que tu t'en sortes de tous ces narcotiques-là pour pouvoir avoir tes projets à terme. Je suis vraiment motivée, fait que ça va bien aller. Je te le souhaite, puis réécris-nous dans quelques mois pour nous donner un petit compte rendu de ça. C'est sûr que moi, je vais commencer l'horticulture en avril, fait que jusqu'en octobre, moi, je ne suis pas disponible pour les vidéos, mais on garde tout. Puis aussitôt que j'ai terminé ma saison, je vais rembarquer avec tous les sujets qu'on a pris, voir ceux là, comme toi. J'en ai un autre aussi qui a eu des problèmes, l'autre vidéo d'avant, l'autre podcast qu'on a fait. Pour ses chevaux, elle avait 30 jours. Fait que donc, elle a jusqu'à fin février là, pour régler ça. Mais je veux un suivi parce que je veux que vous êtes des femmes battantes. Puis il y a des hommes aussi battants qui veulent se sortir, mais j'aime ça avoir des nouvelles, pour savoir comment ça va, puis si... C'est sûr, ça va me faire plaisir, pour vrai, là. Mais on va peut-être savoir, ça m'arrive d'aller à Joliette ou de quoi, ou peut-être à un moment donné se rencontrer, tu sais, je suis pas bien loin de Joliette, moi non plus. Fait que ça marche, mais je te remercie énormément, puis j'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, puis je te souhaite merde. Merci, je vous souhaite une belle soirée. À toi aussi, puis gros câlin, t'es super fine, puis je te vois bien du positif dans toi. Merci beaucoup. Ça marche. Bye. Bye. C'est pour vous dire, ben, merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas de vous abonner à la page sur YouTube aux Productions Star NM, puis likez-nous avec un petit pouce, ça nous aide pour avoir du meilleur contenu, puis avoir un meilleur décor aussi, ou des meilleurs podcasts. Alors, à toutes vous autres, je vous dis salut.